À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. La Criette, la nouvelle juridiction béninoise, déception toujours sous les feux de la rampe. Elle aura fait jaser plus d'un, fait douter d'autres quant à son aptitude à défendre, au vrai sens du terme, la veuve et l'orphelin, solidifier bien des acquis démocratiques. Dans la foulée des tirs croisés qui fusent de toutes parts, elle a connu son premier gros client, Sébastien Adiavon, le président du patronat béninois, dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne pure. Hier, relâché dans cette affaire devant une autre juridiction, il occupera devant la Criette d'une peine qui fera date. 20 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt. Un verdict sans appel à la suite de 2 audiences dont le déroulé pour les techniciens de droit aura été aussi exceptionnel que la Cour elle-même. Verdict de la Criette dans l'affaire 18 kg de cocaïne. La limite de la Cour au grand jour où sa crédibilité enfin établie. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. 2 hommes de droit, mais de 2 rangs différents pour faire le débat en notre compagnie. Sur ce plateau, Maître Paul Kato-Atita, il n'est plus à présenter. Un technicien de droit attitré, il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato-Atita, bonjour. Bonjour. En face de vous, pour l'instant, débat, un juriste, mais analyste politique, il est aussi. Lui là, non, il est Kofidia. Il n'est non plus à présenter. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Toujours, merci partagé. Attendu sur le très sulfureux dossier de 18 kg de cocaïne, la Criette a livré le 18 octobre dernier son verdict. Une sentence qui nourrit désormais toutes sortes de polémiques. Loin des polémiques, Maître Paul Atita, la Criette n'a-t-elle pas donné dans la mesure de ses prérogatives? Disons que, personnellement, dans la conception que j'ai de cette juridiction-là, au plan doctrinal, ce serait une erreur même de ma part, de penser à réfléchir sur les attributions d'une telle juridiction. J'ai dit et j'ai toujours dit qu'au plan doctrinal, ce n'est pas une juridiction digne de notre siècle. Donc, vous maintenez cette position. C'est scientifique. On s'est dit qu'avec un dossier comme celui-là, le déroulé avec la conception pourrait changer. Non, ça ne devrait pas changer, ça ne va pas changer. Et ça ne changera jamais parce qu'au plan doctrinal, c'est conçu comme ça. Et ça a été toujours pratiqué comme ça. Et je l'ai dit, je l'ai toujours soutenu et les ouvrages ne vont pas me démentir. Une juridiction d'exception. Je le répète, la Criette est une juridiction d'exception qui a pour fondement des idées bien établies, des idées qui ne vont pas en faveur des droits de l'homme, des idées qui vont dans le sens de la répression. Donc tout ce qui se passe à la Criette, dont on parle, on ne devrait pas s'étonner de ça. C'est la doctrine qui est comme ça. Donc moi, je ne fais pas de ça tout un problème, non. Moi, il y a une autre conception de la Criette. Elle ne devrait pas exister, c'est tout. Voilà. Vous maintenez toujours cette position? Elle ne devrait pas exister. Dans un Bénin démocratique, moderne, de ce siècle, elle ne devrait pas exister. Pour l'instant, elle est là. Elle fait son bonhomme de chemin. Il est Kofidia. J'allais donc vous demander, vous, quelles sont les conséquences du droit de la sentence à laquelle on a eu droit? Non, il faut reconnaître que la loi a créé la Criette. Mais les attributs conférés à la Criette, ils font penser au temps de Mathusalem. Et je prends les agissements du président de la Criette pour corroborer ma pensée. Vous savez quoi? Caton, l'ancien, dans l'Antiquité romaine, il définit l'avocat comme étant le vir bonus ars spiritus dicendi, un homme de bien, versé ou maîtrisant l'art de dire, de parler. Et lorsque, devant la Criette de mon pays, pour un dossier aussi brûlant et préoccupant que 18 kg de cocaïne pure
pull parce que apprécié par un spécialiste entre griffes, à vue d'œil, excusez les termes, on interdit à l'avocat de prendre la parole. Et je suis obligé de donner raison à Maître Kato Atita qui estime que la criette n'a pas sa raison d'être si on doit opider sur ce genre de pratique. Et si on prend du recul, on se demande en réalité... La Cour en optant pour le refus de parole à la défense avait ses raisons. Et ça aussi, ça peut se comprendre techniquement, non? Est-ce que ces raisons étaient-elles juridico-romantiques? Parce que le juridique et le romantique ne dorment pas dans le même lit que l'amour et la jalousie. Le droit a son jargon, et le procureur, le président de la République, et le procureur autant pour moi, et le président de la criette ont pour repère le code. Vous voulez dire que cela ne tient pas d'un détail, le refus de parole accordé à la défense? Dans aucun pays, autant pour moi, on ne peut interdire l'avocat de prendre la parole. L'avocat, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas un technicien du droit, ni un auxiliaire de justice. L'avocat, c'est lui qui féconde la justice. Cela voudra dire que la justice ne peut pas opérer sans l'avocat. Et interdit à l'avocat de prendre la parole, on est où? On est dans une cour. Et laissez-moi vous dire, là où le flou juridique est encore plus visible, et qui fait que je suis obligé d'aller dans le même sens que mon vis-à-vis, et ceci, c'est que la criette, en tant que juridiction d'exception ou juridiction spéciale, opère-t-elle en tant que coup d'appel? Puisque le nœud gordien de l'affaire du président du patronat serait l'appel. Mais j'ignore, moi, par quelle alchimie on est glissé du droit maritime au droit pénal. Parce qu'on est fondamentalement dans le droit maritime. Voilà, on est fondamentalement dans le droit maritime. Et j'avais mené ce débat ici. On se rappelle, oui. 2 ans de cela déjà. De l'empotage au dépotage, les acteurs sont l'expéditeur, le transporteur. Et je ne vois pas par quelle alchimie on pourrait engager la responsabilité du destinataire. Alors qu'en droit, avant de vous imputer, ou avant de retenir votre culpabilité, il faudrait que l'élément matériel soit visible. La criette n'a pas cherché à nous démontrer comment Adjavon est responsable de la présence de 18 kg de cocaïne dans un conteneur en tant que destinataire, mais on s'empresse de dire qu'il est le responsable, il est l'auteur, et c'est la peine la plus lourde que l'on retient. Bon, ce qui nous fait dire que nous sommes en présence, ni plus ni moins, d'un procès politique. Et le coup est mal préparé, le coup est mal façonné. Et d'où reconnaître la criette serait faire preuve de myopie ou de volonté intellectuelle. Vous refusez jusqu'à présent de donner un blanc-seing à la Cour? Je refuse d'accorder un blanc-seing à la Cour, quand bien même je reconnais que ce sont nos députés, que moi j'appelle souvent nos députants, qui nous ont pondu la criette. Oui, Maître Paul Kato Atita, pour l'instant, la criette opère. Aujourd'hui, on évalue presque la criette au regard de cette sentence. Veut ou pas, on va devoir en parler, parce qu'il y a déjà un résultat, à partir duquel il va falloir peut-être travailler pour voir s'il y a lieu de parfaire quelque chose au niveau de cette cour, qu'on puisse y aller. Maître Paul Kato Atita, le débat qui revient avec instance, parlant de ce dossier, c'est un peu le pan que votre vis-à-vis évoqué tout à l'heure. Pour un dossier aussi lourd, c'est vrai, ça reste une cour d'exception. Pourquoi a-t-on eu l'impression que les enquêtes ont compté pour très peu avant ce verdict? Alors, vous ne pouvez pas m'empêcher de revenir au point de départ. Non, allez-y. Vous êtes là, la parole est libre. Alors, parce que c'est le déterminant de tout ce qui suit. Le droit pénal a évolué. La période d'avant 1945 et la période à partir de 1945. 1945, avec les deux guerres, la Deuxième Guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, qui ont fixé des principes nouveaux de procédure pénale, de droit pénal, et qui ont été accueillis à partir de 1948
et de 1948 et dans les diverses conventions qui ont suivi et qui sont les fondements du droit international des droits de l'homme, à partir donc de 1948. Et depuis ce moment-là, le droit pénal a un nouveau socle. Et c'est quoi Ce socle, c'est la sacralisation de l'homme. L'homme devient le centre au plan du droit humain dans toute procédure pénale, dans tout procès pénal. La reconnaissance sans débat de ce droit, des droits humains au cœur du droit pénal. Mais les juridictions d'exception sont toujours en dehors de cette reconnaissance nouvelle. Leur doctrine, c'est ça. Leur doctrine, et ces juridictions ne veulent pas reconnaître cette évolution nouvelle. Cette évolution qui veut que les droits de l'homme soient au cœur du procès pénal. Donc si on ne clarifie pas ça, on ne comprendra pas pourquoi je persiste ici que dans un pays démocratique comme le Bénin, la CRIET, juridiction d'exception, ne devrait pas exister. Parce qu'exister, elle existera toujours avec sa négation des droits humains. Et on ne devrait pas être surpris par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Ça, il faut comprendre comme ça. C'est bien noté, cet aspect. Bon, maintenant, la question d'appel. Oui. Vous comprendrez que dans ce dossier, la question d'appel revient sur le tapis parce que justement, c'est la même philosophie qui continue. Le dossier est clôturé. Relax. Les preuves sont là, il a les certificats de non-appel qui se trouvent là. Il a un appel qui a été fait par le procureur général, mais manifestement irrecevable. Les praticiens de droit, juges, avocats, magistrats, ne peuvent pas dire le contraire par rapport à cet appel. Et qui d'ailleurs n'a jamais été mis au rôle de la cour d'appel pendant 2 ans. Alors, cet appel, on a voulu le repêcher en modifiant le code de procédure pénale. En modifiant le code de procédure pénale, c'est fait à dessein pour le repêcher. Ensemble avec la loi créant la CRIET. Mais là encore, c'est encore aller dans la négation du droit international des droits de l'homme. Expliquez-vous. À ce niveau-là. Oui, c'est aller dans la négation. Je vais m'expliquer. Vous savez, les gens font certaines choses dans ce pays comme s'il n'y a pas de gens intelligents. S'il n'y a pas de gens qui ont fait les universités, qui ont fait Calavi, qui ont fait Parakou, qui ont fait Dakar, qui ont fait Paris, qui ont étudié comme eux. Oui, donc, on a modifié le code de procédure pénale pour pouvoir créer la CRIET et repêcher l'appel irrecevable, manifestement recevable du procureur général. Mais pour le cas d'article, quand vous parlez comme ça, c'est à croire que là, c'est orienté dans un but donné. Non, je vais vous l'expliquer. Alors, dans l'ancien code dans le code de procédure pénale, tel qu'il est là jusqu'à ce moment-là, cet appel, je dis, est irrecevable. Mais dans le nouveau, quand ils ont rectifié au même moment qu'ils ont créé la CRIET, ils ont dit que quel que soit le lieu où le procureur général va former son appel, cet appel reste valable. Parce que généralement, nos procureurs généraux se sont toujours trompés. Au lieu de relever leur appel au greffe de leur parquet général, donc à la cour d'appel, ils vont le faire en première instance. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'est ce qui s'est passé chez Adjamon. Et ça rendait cet appel irrecevable parce que ce n'est pas dans les formes légales suivant la loi en vigueur en ce moment. La nouvelle loi qu'ils ont, en faisant le rectificatif et en créant la CRIET au même moment, ils ont dit que quel que soit le lieu où ce procureur général a fait, son appel devient recevable. Donc, ils ont tenté de racheter cet appel irrecevable. Mais est-ce que là, l'article est rétroactif? Non, je vais vous le dire. C'est encore dire que c'est la négation du droit international. Lorsque il y a une procédure pareille, où quelqu'un comparaît déjà devant un tribunal de droit commun au pénal, on ne peut pas venir modifier la loi qui lui est applicable dans le sens de la sévérité lui appliquée. Même en procédure. C'est la loi pénale la plus douce. On ne peut pas modifier la loi pénale en application qui lui est déjà en application dans le sens de la sévérité et lui appliquer la sévérité. C'est la négation du droit international. Deuxième aspect de la négation au niveau de cette fraude qui a été faite là. Deuxième anomalie de la négation. Adjamon a été déjà jugé suivant l'ancienne organisation judiciaire en vigueur. Tribunal, première instance. Relax. Ils ont dit que le procureur général a fait appel. Tout le monde en parle, cet appel, ce qu'il est.
Sinon, on admet même cet appel-là. Le schéma de Adjavon, c'est de le conduire à la cour d'appel. Mais les principes généraux universellement établis en droit pénal et en procédure pénale disent également que quelqu'un comme ça, qui a déjà eu un premier jugement de fond, un droit lui est désormais acquis et on ne peut pas briser ce droit. Et que même s'il a voie de recours contre ce jugement de fond, notamment appel, on doit continuer son procès dans le schéma originel existant au moment où il a été déjà jugé. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Mais c'est des principes généraux de droit auxquels le Bénin ne peut pas se soustraire, ça relève du droit international. Mais c'est ça qui est révoltant. Parce que moi, je vous dis que ce qui s'est passé, moi, je ne suis contre personne. Je dis que ce qui s'est passé dans cette affaire-là, le 4 et le 18, je vous dis, ce n'est que de la négation du droit. Je vous dis, mais ils ne trouveront pas le contraire de ce que je dis là nulle part. Il en profita, cette démonstration-là, à croire que les députés ont été alors pris au dépourvu. Non, ils n'ont pas été. Non, ils ne sont pas pris au dépourvu. On a demandé aux députés, au lendemain du 6 avril 2016, de voter de façon aveugle. Ce ne sont pas des représentants du peuple. C'était une boutade. Non, c'était une boutade, cette fameuse phrase, on se rappelle. Sinon, comment concevoir que ils ont lu le test et parmi eux, il y a quelques juristes. Ils n'ont pas appréhendé les pièges du test. Et je vais vous en énumérer quelques-uns. Lorsque d'aucuns disent que la criette viole les droits fondamentaux, il faut les nommer pour que le citoyen lambda puisse comprendre que si on doit la maintenir, il faut alors en proposer une version améliorée. La criette viole le principe du double degré de juridiction. La criette viole le principe du double degré de juridiction. La criette viole le principe du contradictoire. La criette viole le principe du procès équitable. Tout ce qui fait la vitalité de la justice équitable vient de violer l'aphorisme de Caton que j'ai cité tout à l'heure, le vir bonus, ars spiritus dicendi. L'avocat, celui qui féconde le barreau, la maison du droit. Et la criette banalise le droit de l'homme. Voyez-vous comment concevoir une juridiction comme celle-là dans un État qui se dit État de droit. Dans l'État de droit, tout se fait en fonction du droit, au regard du droit. Et seul le droit permet à des citoyens lambda de tenir devant les puissants de l'instant. Parce que le droit, c'est ce qui n'est ni brisé, ni tordu. Et tout le monde se retrouve au cœur du droit. Le droit permet de rétablir l'ordre. Il faut rétablir l'image d'Adjavon. On utilise ici l'instrument droit qui inspire un ordre au sommet de l'État pour abattre un individu, simplement parce qu'il constitue un frein ou un obstacle politique ou pour assouvir des intérêts inavoués. Mais le problème est ailleurs. Tout ce qu'on fait et qui fait que nous autres juristes ou hommes de droit opinons aujourd'hui, c'est qu'on utilise juste les tests de loi pour l'abattre, au détriment de ce que les autres ont fait par le passé en disant « allez me le chercher ». Et la population s'est soulevée. Si c'était le schéma là, la population se souleverait aussi. Mais ici, on utilise le droit tout doucement. Et quand on sent que le droit n'est pas favorable à la pratique, on force. Et quand on sent que les tests ne sont pas favorables aux résultats recherchés, on essaie de modifier, on essaie de corriger, on essaie de rattraper. Et tous les arguments sont bons pour dire qu'on est en train de décourager une pratique comme quoi le trafic international de drogue. L'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. Mais moi, a priori, lorsque j'ai eu le bonheur d'avoir rencontré le procureur spécial et qu'il m'a convaincu de ce qu'est en réalité la criette, il doit être vu comme étant une cour qui est garante de l'ordre public économique et que sa fonction première, c'est de décourager les délinquants de prestige. J'ai applaudi.
Mais quand je suis... Dans la faisabilité, vous n'avez pas été rassuré. Je n'ai pas été rassuré parce que j'ai continué mes lectures et j'ai vu que franchement, et ce qui est encore plus grave, la Criette viole beaucoup de principes constitutionnels. Or, le socle de toute démocratie, c'est la Constitution. Maître Paul Katoatita, de vos démonstrations, une fois encore, j'ai envie de dire, peut-être à tort, vous me le direz, que l'intelligentsia béninoise est une fois encore interpellée. Décidément. Je vais vous dire, quand je complétais avant de vous, pour voir comment l'intelligence de béninoise est interpellée. Et il faut que nous, intellectuels, nous puissions dire la vérité à nos dirigeants, la vérité à nos gouvernants. On n'est pas intellectuel auprès des gouvernants pour les induire en erreur, pour leur cacher ce secret de la vérité. Je vous dis, on n'avait pas besoin de criette pour juger le dossier à Djavon. Ce que je m'avais vous dire peut vous surprendre. Le tribunal des flagrants délits, qui a connu du dossier à Djavon? Si le tribunal là devrait le condamner, il l'aurait condamné à 20 ans également. La loi qui réprime le trafic intérieur de drogue au Bénin a fixé la peine à 20 ans. Et c'est cette loi que ce tribunal des flagrants délits lui a appliquée en novembre 2016. En allant à la relâche. En allant à la relâche. C'est la même loi. Là où le ministère public avait demandé... C'est la même loi. Donc, ce n'est pas la recherche d'une répression. Ce n'est pas la recherche d'une répression. C'est-à-dire, c'est tout simplement parce que la répression qu'on a voulu, qu'on lui inflige, n'a pas eu lieu avec le juge de droit commun. N'a pas eu lieu devant le tribunal. Vous ne faites pas une conclusion hâtive là? Non, c'est-à-dire, quand on est du milieu et qu'on voit ça, c'est une injustice qui est difficilement supportable. C'est-à-dire, devant le tribunal des flagrants délits ce jour-là, si Djavon devrait être condamné pour dire qu'il est coupable des faits, 20 ans également par ce juge. C'est ça ce qui est dans la loi. Donc, et à la date, et jusqu'à aujourd'hui. Pas permis, c'est cela? Et jusqu'à aujourd'hui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Avant que la criette ne vienne aujourd'hui s'accaparer de tout ce que ça accapare là. Dans ce Cotonou, dans nos tribunaux, j'ai eu moi des dossiers là, pour des drogues. Mais mes clients étaient condamnés à 10 ans, 10 ans, 10 ans, 15 ans, 8 ans. Parce que c'est la même loi. Donc les condamnations des peines aussi élevées étaient toujours pratiquées par nos juges en première instance au droit commun. Mais le problème qui se pose ici, c'est que tout simplement, relais a été donné là-bas. Et il faut trouver un chrono nouveau pour faire renaître la procédure et s'assurer que 20 ans sera obtenu. Et on sera trouvé le chrono, c'est pas la criette, et les 20 ans ont été obtenus. Il est Kofi Dia, la conclusion l'a fait froid dans le dos venant d'un grand praticien de droit. Oui, sinon, à Djavon aurait eu 20 ans en première instance. Je vais vous faire une confidence. Je lui ai rendu visite lorsqu'il était comment il s'appelle? En garde à vue. En garde à vue. Comme tout citoyen béninois. Je ne le connaissais de nulle part. Nulle part. Mais plus de rien visite. Je ne connaissais de nulle part. Je dirais que quand j'étais très proche du président Yaïboni à l'époque, c'était sûr avec qui Yaïboni ne s'entendait pas aussi très bien. C'est l'histoire aussi. C'était l'histoire. Oui. Donc c'était des gens avec qui je ne pouvais pas avoir de rapport. Tout à fait. Je le voyais en lui quelqu'un qui doit voir en moi peut-être quelqu'un qui a côtoyé, quelqu'un qui lui a peut-être fait du mal également dans sa vie. Mais vous avez pris votre courage en demain, vous êtes allé le rendre visite. Mais je n'ai pas manqué de lui dire ce jour-là. Oui, quoi? Vous encourez une peine de 20 ans suivant la loi béninoise. Avant le procès, vous lui avez dit ça? Bien sûr. Si le juge retenait votre responsabilité en flagrant délit là, bien que ce soit flagrant délit, ne pensez pas que c'est parce que c'est flagrant délit que vous aurez une peine minable légère. Non. C'est flagrant délit, mais avec une répression forte. Je le lui ai dit. C'est ça la loi. Mais il se fait que ce juge a relaxé. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans le déroulé du procès. Voilà. Et les avocats rappelaient que ça a été de débat houleux pendant 13 heures de temps. Il faut aller vers cette fois-ci, en 3 heures de temps, le dossier a été vidé. Il est Kofi Dia. Un peu plus de célérité parce que les avocats auraient eu plus d'éléments. Non, en 3 heures de temps, parce qu'on a interdit aux avocats de jouer leur partition. En 3 heures de temps, parce qu'on avait un objectif à atteindre. En 3 heures de temps, parce que ce n'était pas un procès de droit, c'était un procès politique. Et comme l'a si bien démontré Maître Katoatita, vous savez quoi? Ce que l'on recherchait, on ne l'a pas obtenu devant la première juridiction. Et contre toute attente, on a assisté à son relâche. Et en 2 ans, on a cherché les voies et moyens juridiquement incorrects pour ressusciter le dossier. Et nous assistons à cette saga judiciaire
qui, pour nous autres, les juristes, fait froid aux yeux. Parce que, vous savez quoi? Et si nous nous taisons, c'est dangereux. Parce que les politiques manipulent. Et on l'a de manipuler. Et les politiques acceptent ceux qui les caressent dans le sens du poil. Parce que j'ai vu des avocats défendant encore Majavon. Et allant jusqu'à ici, sur ce plateau, affirmer sans conférer que qui veut accuser son chien l'accuse de rage. Mais qui, malheureusement, aujourd'hui, tient un langage comme quoi, oui, la culpabilité d'Adjavon, c'est possible, 20 ans, c'est possible, la loi a prévu, et qui tient un autre discours totalement. Oui, je peux poser la question à Maître qui ne m'a pas répondu tout à l'heure, je reviendrai vers lui. Je posais la question de la responsabilité de l'intelligentsia béninoise. Mais c'est de ça que je parle, justement. Beaucoup s'interrogent. C'est de ça que je crois que l'intellect induit le pays en erreur. L'intellect induit le pays en erreur et l'intellect, entre guillemets, l'intelligentsia, qui, absorbé ou dépasse par une boulimie, une gloutonnerie, est obligé de s'abaisser devant le politique. L'intellect n'arrive pas à dire au politique le problème que vous m'avez posé, voilà comment on peut le résoudre en droit. Et voilà ce que les usages et les mœurs acceptent. Par conséquent, n'allez pas sur ce terrain. L'intellect est obnubilé par son poste, par sa posture. Je veux maintenir coûte que coûte les avantages liés à ma position. Par conséquent, que faut-il faire pour plaire au chef? Il faut lui mentir. L'intellect refuse au chef de voir avec les yeux du poisson vivant. L'intellect empêche le chef de bien faire son job, encore que ce chef aussi, avec le temps, est en train de nous révéler sa véritable nature. Parce que l'intellect peut tenter de vous induire en erreur, mais vous aussi quand même. Vous avez une faculté, vous avez une jugeote qui vous permet de distinguer le bien du mal. Si normalement, supposons même que Adjavon ait effectivement 18 kg de cocaïne pure dans son conteneur, en matière politique et sous talent, ce n'est pas un dossier qui doit être normalement révélé. En matière politique, tenant compte de la morale, de l'entraide politique, au nom de l'entraide politique, au nom du soutien politique, c'est un dossier, c'est un dossier qui ne doit pas être révélé. De l'union sacrée dans deux trous. Oui, dans deux trous, c'est un dossier qui ne doit pas être révélé. Bon, encore que 18 kg de cocaïne pure, contrairement aux ambitions financières du patron, du patronat. Alors là, j'estime qu'on voit que c'est une machination, c'est trop gana. Et je ne comprends pas bien le fond, mais comment vous dites non, on ne parle pas fond ici pour nos téléspectateurs. Oui, mais il y a des téléspectateurs que l'homme par rapport à ce qu'il vaut et ce que 18 kg de cocaïne pèse, ce n'est pas un monsieur qu'on doit retrouver sur un terrain comme celui-là. Voilà, ce n'est pas un monsieur que l'on doit retrouver sur un terrain comme ça. Voilà, un débutant dans le trafic, 18 kg pour lui, ça peut se comprendre. Donc déjà, ils ont faussé le coup par la quantité de cocaïne retrouvée, par l'endroit où la cocaïne a été déposée, à la lisière du conteneur, et ignorant et ne voulant même pas retourner aux véritables acteurs. En tout cas, beaucoup de spéculations autour de ce dossier. La principale question que beaucoup s'étaient posée hier, c'est qui est vraiment l'auteur de ce produit? Qui a pu bien déposer ce produit-là? Maître Paul Katoatita, visiblement, la réponse, on ne le saura jamais. La réponse, peut-être jamais, mais peut-être également oui. Mais avant d'en arriver là, je l'ai dit tout à l'heure, il a dit la vérité. Le malheur de ce pays, ce sont les cadres. Ce sont nos cadres qui n'ont pas le courage de dire au chef, ce que vous me demandez là, ce n'est pas faisable. Ce que vous voulez là, non, c'est pas comme ça peut se faire comme ça. Et ce sont nos cadres qui s'aplatissent devant le pouvoir politique et qui créent ce genre de situation que nous vivons là. Ce genre de situation de criette, de tout ça là, ce sont nos cadres. Ce sont nos cadres. Il faut réformer les cadres. Mais là, c'est inimaginable. Ça fait mal de savoir que dans un pays aussi respecté comme ça, que des cadres ne puissent pas avoir le courage de dire la vérité à nos hommes politiques. On ne peut pas faire revenir une criette. Là, je vous ai dit tout à l'heure que si c'est la drogue, ça se reprime déjà par le tribunal à sa peine, à sa même peine.
Donc, la répression de la drogue, à une peine aussi élevée, n'est pas nouvelle. Ça se fait déjà. On n'a pas besoin de créer la criette pour ça. Je viens de vous le dire. Oui, Maître Paul Katouakita, l'avenir de la justice se joue aussi désormais avec un outil comme celui-là. Les vôtres ont décidé de rencontrer le bâtonnier. Ils ont demandé une assemblée générale et ils y tiennent toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait discuter à l'issue d'une rencontre comme celle-là? Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important de débattre du sujet entre hommes du tribunal? Je ne suis pas du Conseil de l'ordre. Je ne suis pas le bâtonnier. Ça, là, c'est de leur domaine réservé. Je ne voudrais pas y aller. OK. Mes impressions sont mes impressions de juriste, d'homme de science. Tout simplement. Et je ne mais la démarche elle-même, comment vous la concevez? Ça tient à quelque chose? Il y a urgence à aller à cette démarche-là? Au niveau de l'ordre? Oui. Si nous prenons les droits de l'homme, ça nous invite en premier lieu. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme, droits humains. Si ce n'est que ça, droits humains, c'est normal. Dans droits humains, vous avez le droit de la défense. C'est normal que ça se pose. Et ça doit pouvoir se poser. Il a pris par là-bas, il a démontré, il a commencé par ça. Tout à fait. Lorsque la parole est refusée à l'avocat. Il est Kofi-Dia, le ménage à lorsque la parole est refusée à l'avocat. Les avocats semblent dire qu'ils ont désormais une grande responsabilité. Ça pose un problème. Oui, et vous savez, le juriste vinculum, c'est-à-dire que le lien juridique qu'il y a entre avocat et magistrat ne doit pas être un lien tendu auquel nous assistons aujourd'hui, parce qu'il devrait avoir un rapport de complémentarité entre les deux, puisque l'instrument commun qui les lie, c'est le droit. L'un le dit à travers les textes, l'autre à travers les textes et notamment par la parole. Mais que vaut nos cours et tribunaux sans avocat? Du coup, le traitement infligé par les tenanciers de la criette aux avocats d'Adjavon fait mal à la corporation. Et le premier responsable de cette corporation fait bien d'inviter ses collègues à une réflexion profonde, puisque en tant que défendeur de l'homme, l'avocat est au départ et à la fin. Il est votre ami, il est votre père, il est votre confident. Il est confident. Il se sûr que derrière cette démarche se pose une autre question. On se dit à qui le tout très prochainement. Il faut aller vite avant que ça ne tombe sur quelqu'un d'autre. Oui, et à part Adjavon, qui fait le poids politiquement parlant et qui peut faire en sorte que aux élections législatives à venir. Vous liez tout aux politiques. Qui peut faire en sorte qu'aux élections législatives à venir, l'opposition puisse être majoritaire à l'Assemblée nationale. Si vous connaissez le nom de celui-là, le tout suivant, c'est lui. Il n'y a rien à faire. Le suivant, c'est lui. Mais s'il n'y a plus un poids qui puisse contrebalancer les appétits gloutons et dangereux, c'est-à-dire faire main basse sur l'Assemblée nationale à venir, parce que la plupart de ceux qui sont là n'y reviendront plus. La plupart de ceux qui sont là n'y reviendront plus. Ils vont, parce que parmi eux, il y a beaucoup de casseroles. Ce serait la deuxième phase de la lutte contre la corruption. Et ils le savent déjà. Du coup, on s'est dit, le seul qui pourrait empêcher le pouvoir en place d'avoir la majorité à l'Assemblée, c'est le président du patronat, la personne d'Adjavon. Mais c'est se tromper, parce que, avec un regard politiquement correct, les 20 ans, même si c'est une peine illusoire, qui n'aura d'effet que pendant quelques temps. Ah bon? Oui, je vous fais la meilleure là-dessus. Même ça, Adjavon, si l'USL allait aux élections présidentielles, l'USL aura des députés à l'Assemblée. Vous voulez dire législative? Législative, j'allais dire. Et cette opposition qui se prépare aussi aura des députés à l'Assemblée. Et l'Assemblée prochaine fera en sorte que les élections de 2021 puissent rester sempiternellement gravées dans l'histoire. Cela doit être consacré comme étant une punition. Tu as dit, je ne ferai qu'un mandat. Tu as eu entre-temps envie de faire un deuxième mandat.
Et pour y parvenir, tu as utilisé des moyens contraires à la morale et nous te demandons d'aller te reposer. C'est la projection Résultat, qu'on fait. le prochain président, a dit celui qui prendra les élections, celui qui prendra les rênes de cet État en 2021, va remettre en cause toutes ces conneries judiciaires. À jamais on retrouvera sa liberté d'aller et venir. Il rentrera au pays et tous les exilés d'hier, en tant que citoyens béninois, pourront rentrer. Vous êtes dans une projection, mais en attendant, maître Paul Katoatita, la criette, je disais, est là, opérationnelle. Peut-être y aura-t-il quelques modifications de cette test qui la fondent, mais avant, à qui le prochain tour? À cette question, qu'êtes-vous tenté de dire? Le prochain tour, je ne peux pas le dire, mais je sais qu'il y a quelques leaders politiques qui sont encore dans le pays. Ah, vous voyez encore des leaders Il y a des politiques? leaders politiques qui sont dans le pays, je ne vais même pas donner de Vous le noms. voyez comme prochain et Ils probable peuvent client d'ici de la demain, criette? ou bien d'ici demain, leur trouver une affaire. Et les convoyer vers là-bas. Tout cela, nous connaissons le mécanisme. C'est des jeux politiques. Mais c'est des jeux éphémères. C'est très éphémère. Et je viens vous dire quelque chose. Oui. C'est une grave erreur de continuer à constituer, à faire des Béninois des exilés forcés à l'étranger. En faire autant, chaque jour, des exilés forcés à l'étranger, c'est une erreur. Mais elle a encore que, peut-être les jeunes intellectuels qui sont dans le sillage du pouvoir aujourd'hui et qui n'ont pas un regard sur le passé, parce que vous ne pouvez pas apprécier le présent sans savoir tout ce qui s'est passé avant vous dans le passé. L'erreur de Kérékou sous la Révolution, c'est d'avoir affaire à un grand nombre d'exilés volontaires sur l'étranger. Et il n'aurait eu jamais l'agression des mercenaires du 16 janvier 1977 s'il n'avait pas eu des Béninois forcés à l'exil. Je dis bien, l'erreur de Kérékou, Vous me rappelez l'histoire. l'erreur de Vous le dites, c'est une erreur. L'erreur de Kérékou a été de faire des Béninois des exilés volontaires en grand nombre sur l'étranger. Et il n'aurait jamais eu l'agression du 16 janvier 1917 s'il n'avait pas ces exilés. Plus vous en envoyez à l'étranger, plus ils s'organisent contre vous. Ils sont plus dangereux à l'étranger qu'à l'intérieur. Ça, si les gens pensent qu'on est en train de les éloigner du pouvoir, on est en train de les préparer à venir prendre. Ils seront vivants, ils viendront prendre le pouvoir de leur main. C'est-à-dire, ils sont plus dangereux de là où ils sont. Ils sont plus dangereux. Ça, c'est l'histoire du Bénin. C'est l'histoire du Bénin. Et l'expérience politique l'a toujours démontré. Hein. Ils sont plus dangereux parce que vous n'aurez jamais la paix tant que vous n'allez pas résoudre leurs problèmes. Vous n'aurez jamais la paix tant que vous n'allez pas régler le problème. Vous vous imaginez, dans 6 mois, nous irons aux élections législatives. Commençons par là. Oui. Qu'on dise qu'à Diavoin, l'USL ne peut pas aller aux élections législatives. Qu'on dise que le FCB ne peut pas aller aux élections législatives. Parce que tous les leaders de FCB, à part Yaïbo de lui-même qui est là, tous sont décapités, je crois, tous sont déjà partis du pays. Etc. Les Léadis, qu'on dise aucun d'eux ne peut prendre. Mais écoutez, où vous allez mettre tout ce monde et gérer, gouverner le Bénin, faire une élection paisible. Mais c'est-à-dire que les gens ne voient pas. Mais là, je ne sais pas, l'enseignant, Oui. la dialectique, hein, la loi de la dialectique, la philosophie marxiste-léniniste nous a enseigné la dialectique. Lorsque tout phénomène de la nature a toujours son opposé qui revient. Mais il semble que ceux qui organisent cette politique-là actuellement ne se demandent pas la réaction opposée. Et qui est une réaction philosophique, hein, scientifique. On n'analyse pas ça. Je dis que c'est un grand danger de continuer à constituer ce réservoir de Béninois en exilés, volontaires ou forcés. Il faut arrêter ça. C'est ça qui a amené la conférence des forces vives de la nation, que nous avons été obligés de passer par là. Alors là, ça, il faut faire très attention et réfléchir au passé. Faire attention, réfléchir au passé, signez-vous, maître Paul Katoatita, les FSP, oui, après vous, le Front pour le sursaut patriotique dira, il est quotidien qu'il faut que les Béninois décident, avec en tête l'actuel locataire de la Marina, de s'asseoir pour se regarder en face et se dire une certaine vérité afin de relancer le Bénin. Pensez-vous qu'on y est aujourd'hui, urgence d'un dialogue entre les fils de ce pays? Il faut être à deux pour s'asseoir. Et il faut être sur la même longueur d'onde pour s'asseoir. Et il faut faire preuve d'humilité pour s'asseoir. Et il faudrait que la main tendue soit acceptée pour qu'on puisse s'asseoir.
Et le puissant de l'instant n'est pas dans les dispositions, ne présente pas des dispositions de quelqu'un avec qui on peut s'asseoir. Le puissant de l'instant est silencieux mais très arrogant. Le puissant de l'instant est silencieux mais trop imbu de lui-même. Le puissant de l'instant a son Dieu qu'il vénère. Il n'a pas de personne. Vous voulez vous asseoir avec lui? Vous voulez vous asseoir avec quelqu'un qui pouvait mettre un terme à cette tragédie de 18 cocaïne depuis? Vous voulez vous asseoir avec quelqu'un qui a eu l'opportunité d'avoir salué le pape et donc qui se dit avoir la crainte de Dieu, mais qui sur ce coup se comporte comme si il ne connaît pas Dieu? Vous voulez débattre de quoi? Vous voulez vous asseoir avec quelqu'un qui dit j'ai connu l'exil, je vous envoie en exil? Vous voulez vous asseoir avec celui-là? Utopique, donc un dialogue entre les fils et filles de ce pays? Un dialogue entre les fils et filles de ce pays viendra après 2021. Qu'il est Kofidja. Maître Paul Katoatita, la signature d'Ile Kofidja ne semble pas augurer d'une perspective heureuse de ce point de vue, puisqu'il est question, quand on vous suit, que les fils de ce pays puissent une fois encore se revoir pour repenser le développement du pays. Mais sur le plan juridique, l'avenir de la justice béninoise, comment vous l'entrevoyez? C'est-à-dire que je regrette de constater que la fracture sociale est profonde aujourd'hui dans mon pays. La fracture sociale est profonde dans mon pays. Je ne sais pas comment les Béninois eux-mêmes sont arrivés à détruire ce que nous avons réalisé de beau en 1990 par la conférence nationale. En nous divisant aujourd'hui les uns et les autres, en nous opposant les uns les autres. Et notre justice est perçue comme une justice partisane. Partisane. Il a dit, donc, aujourd'hui, beaucoup partisans, de sorte que même quand vous êtes devant un juge, vous vous demandez, il est de quel bord? Il reste à lui demander ouvertement, tu es de quelle tendance. Mais intérieurement, tu te demandes, tu es de quel bord, tu n'as pas envie de dire certaines choses avec lui ou devant lui. Mais ce n'est pas bien. Ou il y a même des décisions, tu te demandes, peut-être c'est un dignitaire, moi je ne sais pas. C'est une suspicion grande. Le temps est pratiquement terminé. Maître Paul Katoatita, une adresse ultime pour clôturer cette émission? Il faut que nous nous ressaisissons. Si nous aimons réellement ce pays, là où nous allons là, il faut que très rapidement nous fassions demi-tour. Demi-tour. Parce que c'est un mauvais chemin que nous prenons. Si nous aimons notre pays, il faut faire la concorde en notre sein. Cesser de faire des exilés. Pacifier notre pays. Faire de la justice une justice républicaine. Ne plus utiliser la justice orientée contre tel et tel et tel. Ne plus utiliser tel juge contre tel et tel. Ne plus décider des lois contre tel et tel. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un peuple qui a connu des moments difficiles, mais a connu également de donner de la paix. Et la grande paix depuis 1990, vraiment, il faut que nous la préservions. Merci à vous, Maître Paul Katoatita. Oui, il est Kofidja. Oui, je dirais simplement que la justice humaine, qui ne voit que les actions, n'a qu'un pacte avec l'homme, l'innocence. La justice divine, qui ne voit que les pensées, en a deux, l'innocence et le repenti. Il est temps que nos juges commencent par dire le droit, tout en se mettant dans la peau d'un tenancier de Dieu. Merci à vous, il est Kofidja. Merci à vous, Maître Paul Katoatita, chers téléspectateurs. Merci également, beaucoup de douleur et de peine, voyez-vous. Mais je ne vous laisserai pas partir avec de la douleur au travers de la gorge. Je vous fausse compagnie sur cette citation du grand philosophe Michel de Montaigne. Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. Bonne suite de méditation et que la bonne humeur l'emporte en dépit de tout. À très bientôt.